Donc, moi, je suis un peu le local de l'étape et de l'extérieur, c'est-à-dire que je suis au CIRAD à côté. J'ai été ici il y a 35 ans. Et en même temps, j'ai passé 10 ans au Vietnam, 10 ans à Madagascar et 5 ans en Afrique de l'Ouest. Donc, sur de la co-conception de systèmes de culture avec les agriculteurs. Et puis aujourd'hui, je vais vous parler de comment on peut utiliser le coût potentiel redox pH. Et dans la demande, il y avait comment utiliser le potentiel redox. En gros, il y a 20 ans en physiologie, tout était régulé par le pH, et puis maintenant, tout est régulé par le redox. Mais en fait, il ne faut pas oublier le pH avec. Voilà, pour suivre l'état de santé du végétal. Donc en gros, je travaille là-dessus depuis une quinzaine d'années. J'ai travaillé pas mal sur le riz, donc le riz a l'avantage de pousser les pieds dans l'eau, donc on a des redox très bas. La chimie redox des rizières est connue depuis les années 70, et puis je suis remonté, comment ça pouvait impacter progressivement. Donc ce que je vais vous présenter, c'est différentes publications qu'on a sorties avec pas mal de collègues, mais il y en a deux. En 20 minutes, je vais forcément, 15-20 minutes, je vais forcément vous donner l'impression de tout ramener au pH redox. En fait, je regarde tout sous l'angle pH redox, mais c'est juste une manière de mieux comprendre les processus de nutrition en air, en azote, enfin, tout ce qu'on veut, les interactions avec les bioagresseurs. Voilà, donc il y a deux grosses reviews dans Plant and Soil qui sont sorties, la dernière en juillet, d'ailleurs avec Sophie Tingry qui est de l'IEM, de chimie. Voilà, donc vous pouvez retrouver ce que je vais vous dire dans cette diapo. Donc en gros, l'idée c'est de dire que la santé des systèmes vivants elle repose très largement sur leur équilibre proton-électron, donc on va dire en pH et en potentiel redox. Et que ça, à partir de pas mal de publications, donc dans la deuxième publication de review, là, il doit y avoir 450 ou 480 articles et on est parti de plus de 5000. Et tout converge, on n'a pas fait du... donc en gros, les différentes parties des plantes, elles correspondent à des niches pH redox qui sont variables dans l'espace, qui sont variables dans le temps, qui sont variables en fonction du génotype des espèces, des variétés aussi. Chaque organisme a un domaine pH redox optimum de développement. Il y en a des plus ou moins ubiquiteux, ça va être plus ou moins large, mais en général, les pathogènes, c'est des niches pH redox très étroites. Les conditions pH redox du sol, elles vont influencer la nutrition et l'équilibre pH redox des plantes. Et à l'inverse, les plantes et les micro-organismes vont jouer beaucoup pour corriger les conditions pH redox du milieu, en particulier au niveau de la rhizosphère. Et puis, les stress environnementaux, biotiques et abiotiques, et les pratiques culturelles vont impacter les conditions pH redox des sols et des plantes. Derrière, il reste juste une hypothèse, mais qui est bien appuyée, c'est que les bioagresseurs, ils attaquent les plantes qui sont déséquilibrées, et qu'on va pouvoir lire ça en déséquilibre en conditions pH redox. Alors, cette approche-là, en fait, elle permet de voir vraiment les plantes comme une pile à hydrogène. En fait, la réaction de l'équation de la photosynthèse qu'on a, l'équation raccourcie, c'est celle-là. Moi, je suis remonté à l'équation de Albert Szent-Györgyi, qui est prix Nobel de physiologie, découverte du cycle de Krebs, des flavonoïdes, de la vitamine C. Pour lui, l'équation de la photosynthèse, la première chose, c'est on prend de l'énergie et on casse des molécules d'eau, de l'hydrogène et de l'oxygène. Et après, cet hydrogène, comme c'est un peu trop explosif, on l'accroche à du carbone pour faire des molécules d'oxygène, on le sort. Donc l'hydrogène, c'est des protons et des électrons. Donc en regardant tout sur un graphe avec le pH en abscisse qui nous donne les protons et le potentiel redox qui nous donne les électrons, on a déjà d'une part une limite de stabilité de l'eau au-dessus de cette ligne rouge, ça va être de l'oxygène, en dessous c'est de l'hydrogène, et que du coup, en fait, sur cet axe perpendiculaire, on va lire le rapport oxygène-hydrogène. Et en fait, en chimie, ça va se calculer, c'est le PE plus pH qu'on peut calculer. La photosynthèse, c'est la réaction qui acidifie, qui réduit, donc qui nous amène, qui concentre protons et qui rend plus disponible protons et électrons. Et en fait, en biologie, alors ça, c'est des discussions avec les électrochimistes purs. En électrochimie pure, l'oxydation, c'est une perte d'électrons, on va vers le haut.
En biologie, en fait, c'est plutôt le gain d'oxygène ou la perte d'hydrogène qui va caractériser l'oxydation. Oxydation, c'est oxygène. Et comme tout est lié, le pH et le redox, ils sont pas indépendants. Surtout dans l'eau. En fait, l'oxydation va aller avec de l'acidification. Et d'ailleurs, Lavoisier, il avait appelé ça oxygène. L'étymologie de oxygène, c'est oxus génos, c'est qui génère de l'acide. Donc c'est un peu mélangé, mais ce qu'il faut, voilà, entre les chimistes, les électrochimistes purs et durs qui lisent l'oxydation en verticale, nous en biologie, on va lire l'oxydation par rapport à l'oxygène et l'hydrogène. Donc la photosynthèse qui accumule de l'hydrogène, c'est une réduction et une acidification. Alors après, ça va être des régulations dans la plante, avec, on va se passer de l'hydrogène d'un niveau d'énergie plus ou moins élevé pour compenser. Donc on va avoir des roues redox. Donc le NADPH va recharger en hydrogène le glutathion oxydé qui devient glutathion réduit, qui lui recharge la vitamine C qui devient réduite, et cette vitamine C va être utilisée pour réduire les espèces réactives à l'oxygène produites dans le métabolisme, en particulier dans les mitochondries, dans les chloroplastes, on va les retrouver un peu partout. Et ce NADP, donc on peut retrouver les différents niveaux redox en fonction du ratio réduit sur oxydé, du NADP, du glutathion, de la vitamine C. Et ce qui recharge tout ça, en fait, c'est la photosynthèse. Toute l'énergie du système, elle arrive de la photosynthèse. Donc le modèle auquel on arrive, c'est que les cellules vivantes, elles fonctionnent à un niveau pH redox donné, elles doivent maintenir cet équilibre, cette homéostasie. Une plante est dans un sol où il y a des grosses fluctuations, pH redox, tous les stress biotiques, tous les stress abiotiques se transforment en stress oxydatif avec des variations sur pH plus ou moins qui peuvent varier. Et puis il y a des processus de régulation, il y a toute une cascade de tampons chimiques, régulation à court terme. Quand ces tampons chimiques sont dépassés, ça a des signaux redox qui activent de la transcription, donc la formation de protéines. Ça coûte de l'énergie aussi. Et puis il y a de la compartimentation. Les différents organites dans la cellule ne sont pas au même niveau redox. Le chloroplaste est bien plus bas, la mitochondrie, voilà. Et puis dans cette compartimentation, surtout la cellule, elle évacue dans le milieu extérieur tout ce qui est trop déséquilibré, trop acide, trop oxydé en particulier. Mais pour faire ça, de toute façon, pour réguler du pH ou pour évacuer ce qui est trop oxydé, ça fait tourner des pompes au pH, des pompes à protons qui consomment de l'ATP, donc qui oxydent. Réguler du pH, ça oxyde la plante. Voilà. Un autre gros processus de régulation pour les plantes, c'est de descendre des produits de la photosynthèse au niveau de la rhizosphère pour contrôler le milieu extérieur, en fait. Donc ça va modifier les conditions pH redox, ça va apporter aussi des aliments, et ça va orienter de manière spécifique vers des microflores qui vont intéresser la plante. Cette microflore, elle est très impactée par le niveau pH redox, mais en même temps, elle a une grosse capacité, une fois qu'elle se développe, à réguler le niveau pH redox au niveau qui l'intéresse. Ces conditions pH redox vont déterminer la forme des éléments nutritifs et des éléments toxiques aussi. Donc ça va jouer sur l'alimentation, et des carences ou des toxicités, ça va se transformer en stress oxydatif dans la plante. Et puis à plus long terme, il y a de la matière organique qui revient sur le sol, et cette matière organique qui est la réserve d'électrons qui recharge le sol. En même temps, le niveau d'oxydation du sol va impacter la vitesse de minéralisation ou d'humification, ou faire qu'il n'y a même pas d'humification quand on est en milieu trop réduit. Et puis ça va tamponner les fluctuations. Et tout ça, ça va jouer beaucoup autour de la structure. Il faut qu'il y ait un minimum d'air qui circule, et il faut qu'il y ait des réserves en eau. Donc avec la microporosité pour maintenir de l'eau, et de la macroporosité pour maintenir de l'aération. Le problème des sols compactés, c'est qu'en fait, on est sur des conditions très oxydées quand il fait sec, il pleut, 2 jours après, on est en asphyxie, et puis ça se ressèche, et 3 jours après, on est en suroxydation, et puis on redescend dès qu'il pleut. Donc on n'a pas de capacité tampon au niveau pH redox du sol,
Et donc la plante va être dans un milieu qui fluctue tout le temps très vite et elle va être obligée de passer énormément d'énergie à corriger ça. Si elle peut, parce que quand elle est en situation d'asphyxie comme ça, il n'y a que les plantes comme le riz qui peut réoxyder les racines qui peuvent survivre. Ça dure. Voilà. Sur un sol bien structuré, on va avoir une diversité de niches pH redox très variables. On va avoir un peu tous les niveaux entre le cœur des agrégats, l'extérieur. Au contraire, quand on est dans des conditions, on a peu de diversité dans l'espace, ça varie très vite dans le temps. Sur un sol bien structuré, on a une grande diversité dans l'espace et ça fluctue peu dans le temps. Donc ça, c'est très favorable à la biodiversité, à l'activité biologique. Et ces structures, ces gradients qu'on va avoir au cœur la structure du sol, ça va permettre les échanges d'énergie, ça va permettre la diversité microbienne. Cette diversité microbienne, elle va permettre de remplir les cycles géochimiques. Là, j'ai mis en équivalent de PE plus pH, donc les niveaux des différentes formes d'azote. Les bactéries qui font de la dénitrification, elles sont en conditions très oxydées. Les bactéries qui fixent de l'azote, au contraire, elles ne supportent pas l'oxygène, elles sont en conditions très réduites. Donc on a besoin de cette diversité dans l'espace pour pouvoir remplir tous ces cycles. Et quand on se retrouve sur un sol très oxydé, on n'aura pas en bas, toutes les roues du bas vont bloquer et on n'aura pas notre cycle complet comme on l'aurait dans un sol structuré avec la diversité qu'il faut. Donc ces conditions pH redox, elles vont impacter la solubilité des éléments nutritifs. Ça, c'est des diagrammes, ce qu'on appelle des diagrammes de Pourbet, stabilité des phases. On l'a mis pour le fer, ça c'est fait pour des concentrations, des températures. Mais le fer, il est soluble que dans la zone verte. Donc, si une plante se retrouve à pH 6, redox 500 millivolts, c'est des sols, c'est souvent bien plus oxydé que ça en conditions sèches, et ben, elle va devoir passer de l'énergie soit pour acidifier, soit pour réduire. En fait, elle fait les deux. Hein. Alors, il y a différents types de plantes, là, en 1 minute, je ne vais pas m'étendre. Mais globalement, elle relâche, dans ce cas-là, elle relâche, quand elle est carencée en fer, elle relâche une fer réductase, donc pour réduire le fer, et elle acidifie. Ça se passe beaucoup au niveau des apex. Donc, ça va lui permettre de récupérer. Par contre, quand on est trop bas, là, dans ces zones-là, on peut avoir des toxicités en fer. C'est ce qu'on a dans les rizières. Alors, le pH du sol, il va jouer fortement sur la plante, sur la croissance si c'est en milieu culture liquide. Donc, en fonction du pH du sol, si on a pH 7 100%, ben, on perd 5% de poids frais à 5,5. On en perd 17% à 8,5, c'est plus qu'à pH 4. Les pH alcalins déséquilibrent plus la plante que les pH acides. C'est en particulier lié au fait que le phloème est chargé en sucre par des pompes sucrose-proton. Donc le phloème doit être plus alcalin pour pouvoir se charger. Et quand on est sur des sols très alcalins, ça réduit cette capacité. Au niveau des racines, on perd 30%, mais on voit que c'est aussi un pH 8,5 et aussi négatif qu'un pH 4. Et au niveau de l'oxydation de la plante, quand on regarde les marqueurs de stress oxydatif, eh ben on voit que les plantes à pH 8,5 sont très oxydées par rapport à la 7 et sont aussi oxydées qu'à pH 4. Donc en fait, pour réguler ce pH, la plante consomme de l'énergie, fait tourner des pompes à protons et s'oxyde. Voilà. Donc après, c'est une histoire de la répartition de l'énergie disponible. Plus le sol est déséquilibré ou le climat est déséquilibré, moins il y a d'effet tampon du sol sur le climat, et ben, la plante, elle va faire de la photosynthèse, mais elle va devoir corriger le milieu, donc relâcher des exudats fortement. Et donc, l'énergie qui est là pour la croissance et puis pour maintenir sa santé, elle est assez faible et elle va peu augmenter parce que toute l'énergie que la plante passe à réguler le milieu, elle l'a pas pour faire de nouvelles feuilles qui sont la capacité de photosynthèse, donc d'accroître sa capacité de récupérer de l'énergie. Sur un sol équilibré, ben, la photosynthèse démarre rapidement et la correction du milieu est plus faible. Donc il y a une bonne part qui va être pour la croissance, pour maintenir la santé, et du coup, on va pouvoir avoir finalement une correction du milieu qui est même plus forte parce qu'il y a, vu que la production photosynthétique est bien plus forte, c'est un effet boule de neige, hein, ça permet à la plante de corriger le milieu. Donc d'un côté, on va avoir des plantes oxydées qui vont être sensibles à pas mal de bioagresseurs, et de l'autre côté, on aura des plantes réduites qui seront saines. Alors, le schéma que je vais vous montrer, en gros, c'est les zones d'équilibre.
Donc on est toujours sur du pH redox. Donc ça dépend des espèces, ça dépend de l'âge, ça dépend des... Mais en gros, l'apoplast, le milieu extracellulaire dans une plante équilibrée, va être dans cette zone-là. Les racines sont plus oxydées que les feuilles, parce que la photosynthèse, c'est quand même dans les feuilles. Le xylème équilibré va être par là. Le xylème dépend pas mal de ce qu'il y a dans le sol. L'apoplast, c'est la dernière chose qui est régulée. La plante évacue dans le milieu extracellulaire tout ce qui est trop déséquilibré. Et le phloème, lui, il va être dans cette zone-là, et lui, il est très tamponné, voire se charger ensuite en particulier, et il est réduit parce qu'il a ses affaires. Et donc, les champignons nécrotrophes, souvent du sol, ils vont se développer dans cette zone-là. Les biotrophes, ils vont être souvent aériens, ils sont dans cette zone-là. Les hémibiotrophes sont entre les deux. Les zoomycètes, ils sont sur une gamme pH assez large, mais très très spécifique. Et ils sont sur des conditions un peu oxydées de la plante, mais pas vraiment. Les bactéries, elles sont globalement dans cette zone-là, mais on aura plutôt l'exanthomonas par ici. On aura plutôt des candidatus de libéribactères en fonction d'où ça va se trouver dans la plante. En gros, les xanthomonas qui sont dans l'apoplasmate ici, les xyléla vont être dans le xylème, sont plutôt par là, et les libérobactères qui sont dans le phloème vont être plutôt par là. Les virus qui sont essentiellement dans le phloème, ils vont être dans cette zone-là. Ce qui correspond en fait à une plante très oxydée, parce que pour que le phloème soit oxydé, comme le phloème est très tamponné, si le phloème est oxydé, c'est que la plante est très oxydée. Donc on va le dire sur un niveau moyen. Donc en gros, voilà, on a l'apoplaste oxydé, le xylème oxydé ou le phloème oxydé. Donc en gros, à chaque fois, ça correspond à des conditions d'oxydation de la plante. Les insectes vont être sur toute une gamme. Donc voilà, les piqueurs suceurs du xylème vont être sur cette zone-là. Les phytophages vont être plutôt par là, en fonction de l'âge. Les piqueurs suceurs du xylème sont plus dans ces zones-là. Vous retrouverez tout ça dans la publication, ça vous intéresse. Donc en gros, ben voilà, les plantes saines vont être par là. Si on veut, voilà, par exemple, Botrytis, on sait qu'il se développe en pH 5 et 6 à redox 500-550 millivolts. Sur une gamme, on a un problème avec le mildiou de la vigne parce qu'on ne sait pas le cultiver. C'est un biotrophe obligatoire, on ne sait pas le cultiver, donc on ne peut pas mesurer Botrytis. On modifie les milieux de culture en PE, en pH et en redox, et puis on inocule et on regarde dans quelle gamme il se développe. Ou à l'inverse, on fait un milieu de culture neutre et on regarde où est-ce qu'il tire le milieu de culture. Ça nous permet d'avoir les niveaux de développement. Donc ça, c'est fait avec l'INRA de Rennes. Voilà. Alors après, juste pour illustrer, ben on mesure des feuilles de riz de 6 heures du matin à 6 heures du soir, c'est fait à Cotonou, donc c'est avant le lever du soleil jusqu'à après le lever du soleil. On a 3 variétés différentes. Là, c'est le redox corrigé à pH 7, donc c'est le PE plus pH, hein, écart par rapport à la qualité électrique. Ben, ce qu'on voit, c'est que le matin, la plante est bien plus oxydée. C'est normal, il n'y a pas eu de photosynthèse pendant toute la nuit. D'ailleurs, à ce moment-là, qu'elles vont être plus sensibles aux champignons. Voilà. Donc c'est hyper cohérent. Quand on relie tous les types de stress et tout ça, Et puis, ben, juste au passage, la variété en bleu là, c'est une variété très résistante à la périculariose du riz. La variété en rouge, c'est une variété qu'on met comme bonne infestante parce qu'elle est très sensible quand on veut faire des inoculations. Donc on voit qu'on arrive à voir la différence entre deux variétés, une sensible et une résistante. On a 30 millivolts d'écart. Millivolts, c'est à peu près équivalent d'un pH. Donc on arrive à lire en fait les différentes les variétés, on arrive à voir les résistances des variétés. Donc en gros, ben, une fois qu'on a ce schéma-là, on comprend c'est que quand on a un sol nu, qu'on travaille le sol, qu'on a des pesticides, la plupart des pesticides sont oxydants, la plupart des engrais chimiques, à part vont être oxydants. Ben en fait, en gros, les systèmes conventionnels, quoi, on va avoir des plantes qui vont, ça va emmener les plantes vers l'oxydation. Donc on a des plantes qui rentrent dans des zones. Et la réaction de la plante, c'est, elle n'a pas assez d'énergie pour contrôler par la réduction. La réaction, c'est de tuer par suroxydation. Et la réaction du pathogène, c'est d'essayer de contrer cette suroxydation. Les
virus, leur virulence est liée à la capacité de faire de l'acide oxalique, qui est très acide réduit, pour contrer l'oxydation. Il y a des processus en pré-transcription, en post-transcription, tout ça c'est bien défini. Donc en fait, le système conventionnel, le moyen de lutte, c'est j'aide la plante à tuer par suroxydation. Donc on est dans ces zones-là. Donc quand on a compris ces schémas, bon, on peut déjà essayer d'améliorer l'efficience des produits qu'on met. On peut regarder des produits de substitution, voir comment ils jouent. Mais ce qui va nous intéresser, c'est tout ça, ça reste une approche, je tue tout ce qui embête la plante. L'idéal, c'est de faire vraiment, en plus avec le changement des climats, j'ai mis, parce qu'il y a le changement climatique, le changement du climat social qui fait qu'on a de moins en moins de molécules, ça va être de plus en plus difficile à gérer. Par contre, l'idée, ça va être de changer complètement, de faire une reconception des systèmes, de changer de paradigme pour dire on va essayer de maintenir la plante en conditions réduites, donc la maintenir dans des zones d'équilibre, et là, les agresseurs vont pas pouvoir se développer. Il y a quelques produits phytochimiques préventifs qui sont dans ce domaine-là. Les dithiocarbamates, par exemple, restent sur la feuille et asphyxient, sont hyper réduits et asphyxient les spores des champignons qui pourraient arriver dessus. Donc, il faut faire le tri. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait à chaque fois qu'on utilise quelque chose. Donc, on a du mal à s'y retrouver. Au passage, on en discutait, une information, chose intéressante, c'est que les systèmes conventionnels, l'idée, c'est d'aider à tuer la plante, à tuer les bioagresseurs par suroxydation. Et on a développé des modes de pulvérisation qui sont hyper efficaces pour ça. C'est-à-dire qu'on va faire des injections d'air, des turbulences, des micro-gouttes, des fortes pressions, des atomiseurs. Tout ça, ça brasse, ça réoxyde la bouillie avant même que ça arrive sur la plante. Si on passe sur des solutions biocontrôle en préventif qui ont pour idée de maintenir la plante par ici et qu'on utilise les mêmes appareils avec les mêmes pressions, voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup d'études où on ne sait pas trop quoi en conclure, qui sont liées au niveau de l'équilibre de la plante de départ, mais aussi juste au réglage du manomètre. Et ça, pour aller le tracer dans les études, on l'a pas. Mais je pense que c'est un truc auquel il faut faire vraiment attention. Et puis, il faut comprendre ce que font nos produits, quoi. Il va y avoir des produits de biocontrôle qui vont aider à tuer la plante. Il y en a qui vont, en préventif, qui vont apporter des antioxydants directement. Donc, on commence à se faire un peu, à traiter la vigne à la vitamine C, en préventif, avec des bons résultats. Il y a des choses comme ça qu'il faut comprendre. Il y en a donc des produits qui vont amener directement de l'énergie à la plante. Il y a des produits qui vont apporter, qui vont débloquer des carences, parce qu'on peut avoir souvent des carences induites en fer, en manganèse. En conditions trop oxydées, on va avoir du sol, on a des carences induites, et que les produits qui vont apporter en foliaire ce fer, ce manganèse, vont favoriser, vont permettre de relancer la photosynthèse et donc vont permettre à la plante de produire plus d'énergie. Voilà, donc ce qu'on veut faire, c'est une protection agroécologique des cultures avec vraiment une prévention des maladies grâce à l'équilibre pH-oxyde. Ça passera que par une bonne structure du sol, parce que c'est ce qui fait l'effet tampon du climat. Donc plus le climat est déséquilibré, plus il faut une structure du sol, sinon on ne va pas y arriver. Ah, mais c'est indispensable, c'est par la structure du sol que ça fait tout. Une plante qui est sur un sol compacté, elle est en permanence de la suroxydation à l'asphyxie. Et l'asphyxie des racines, ça asphyxie les racines, mais du coup la photosynthèse baisse, donc ça oxyde les parties aériennes. Et puis je passerai sur la nutrition ammonium ou nitrate qui bascule pas mal le fonctionnement. Mais en gros, l'équation de la modélisation, moi, voilà, où j'en suis, c'est demi-décision égale bordel au carré. C'est-à-dire que soit on aide la plante à tuer, soit on reste en dessous. Mais si on a un pied d'un côté et un pied de l'autre, on s'en sort pas. Et ça, c'est à comprendre aussi, c'est que si on applique des produits antioxydants pour aider la plante, donc en préventif, si on fait ça avant qu'elle soit malade, ça l'aide. Si elle commence à être attaquée et qu'on fait la même chose, sa réaction naturelle va être de suroxyder.
si on lui contre sa suroxydation, on l'empêche de se défendre naturellement. Donc si on ne sait pas où on est et qu'on ne sait pas ce qu'on fait et où on va, on a peu de chances d'arriver à une zone où on sera à l'équilibre. Voilà. Donc on nous dit souvent qu'il faut des sols sains pour avoir des plantes saines. C'est vrai, on veut dire, il faut la structure. Par contre, il n'y a pas de sol sain sans les plantes. Et donc, la durabilité des systèmes ne se fera que par une grosse productivité. Si on n'a pas une capacité à apporter beaucoup d'énergie au sol pour maintenir cette structure qui est fondamentale, on n'arrivera pas à réguler. Et après, ça bouge tellement vite que quand on applique des produits, s'il faut passer tous les 3 jours, on n'y arrive pas parce qu'on a changé de conditions, c'est pas gérable. Voilà. Donc la question, c'était la mesure. Alors les mesures par électrochimie, on a travaillé avec l'IEM en particulier, c'est très délicat, c'est très fastidieux. Et en fait, le problème, c'est que c'est faussé par les champs électromagnétiques. Donc on a mis 7 ans à faire des mesures correctes sur les sols et les plantes, comprendre qu'il y avait l'essentiel des emplacements, on peut être dans des labos aux normes, tout ce qu'on veut. Cyrano on a ça aussi, c'est pire que tout parce qu'il y a des champs électromagnétiques de partout. Donc les mesures, ça se fait que au champ et même pas n'importe où au champ parce que ça peut être faussé. C'est très délicat et puis même une fois qu'on a maîtrisé ça, il faut 8 à 10 minutes pour faire une mesure. Donc il n'y a pas un agriculteur qui va le faire, on va pas faire de la sélection variétale avec ça. Donc on a travaillé à développer la mesure en spectrométrie proche infrarouge avec des campagnes, avec une qui s'appelle Sensing qui développe les algorithmes. En fait, grâce à du deep learning, on a fait des progrès énormes, on passe de R2 de 0,7 à du 0,91, 92, 95, en fonction des jeux de calibration qu'on a. Donc ça, c'est sur du blé, je crois, celui-là. Vous voyez qu'on a que ce soit le pH, le redox, on mesure aussi la conductivité électrique, j'ai pas eu le temps d'évoquer ça, mais ça joue aussi. Et voilà, donc avec ce genre de scanner, on a connecté en Bluetooth, on envoie directement, on prend le scan, on envoie et l'algorithme nous renvoie la réponse. Donc c'est le genre d'outil qu'on développe et on aimerait passer. Ça c'est du scanner classique, hein, c'est du scanner. Du spectromètre, c'est du 900, 1750 nanomètres. C'est la base Texas Instruments. On regarde avec des longueurs d'onde plus élevées pour voir si on peut faire les oligo-éléments aussi. Parce qu'avec celui-là, les oligos, on a fait une campagne sur le colza, on a quelques-uns, ça passe à peu près, puis il y en a beaucoup, ça passe pas. En montant à 2500 nanomètres, il semble qu'on puisse faire des choses intéressantes. Voilà, après, le genre de mesure que ça nous permet de faire, c'est par exemple de voir comment fonctionne. Alors, c'est à des dates différentes, on voit comment ça évolue. Un cinceau de 15 ans ou un grenage de 15 ans, ils sont sensiblement dans les mêmes zones avec de l'oxydation au départ. Et puis si on prend un grenage de 6 ans, en fait il est beaucoup plus oxydé et fluctue beaucoup plus en pH. En fait ceux-là régulent bien le pH et s'oxydent pour ça. Et celui-là, il régule pas le pH et il est oxydé parce qu'en fait il a probablement moins de réserves qui permettent de réguler. À côté, c'est de l'enherbement, donc un rang sur 2 nus, un rang sur 2 semés, avec de l'enherbement semé en bleu, un rang sur 2 en orange et un rang sur 2 nus, un rang sur 2 enherbement naturel, et puis en gris, c'est un rang enherbé naturel, un rang enherbé semé. Donc on voit que l'enherbement nous baisse, là on a 10 volts de moins déjà. On a vu tout à l'heure, entre une variété résistante et une variété sensible, c'était 30 millivolts. Sur un enherbement, on a 10. Et puis on peut lire aussi les effets de toutes les pratiques qu'on va pouvoir faire. Donc, toutes les solutions, les enfin tout ce qu'on peut imaginer, on applique et on regarde quelques heures après. Voilà, c'est fini. Les conclusions, c'est la structure. La compaction, c'est l'ennemi numéro 1. Hein, c'est d'où les problèmes en vigne, en arboriculture. Les travaux de Ranjar ou en RMQS, je ne sais pas si vous avez suivi ça, où sous forêt, il y a un gros groupe avec plein d'interactions. Et puis on va vers des structures dégradées quand on arrive à la viticulture. On a deux groupes, deux populations qui se parlent quasiment pas. Pour moi, c'est mon interprétation, c'est qu'elles se parlent pas parce qu'elles y sont pas au même moment. C'est des populations aérobie strictes
et des anaérobes districts qui sont opportunistes, qui se développent quand le milieu change. La structure, c'est cette capacité, elle a une capacité à tamponner, donc c'est vraiment fondamental. Et toute l'énergie du système, elle vient de la photosynthèse. Donc dès qu'on baisse la photosynthèse, qu'on n'optimise pas ça, on n'alimente pas le sol, on maintient pas sa structure. Et tous les stress, tout ce qui baisse la photosynthèse, ça va faire de l'oxydation dans les plantes et ça va rendre les plantes plus sensibles. Donc on peut, oui, utiliser ces indicateurs de santé. Et puis, dans un cadre intégrateur, pour une approche One Health, en regardant pH redox dans le sol, ça met la nutrition des plantes, ça met les niveaux d'oxydation des plantes, sur la santé des plantes, ça fait derrière, sur l'alimentation du bétail, aussi. Voilà. C'est un peu compliqué parce qu'il faut suivre dans le temps, dans l'espace, les différentes parties de la plante, en fonction des cycles phénologiques, parce que je vais pas montrer ça, mais ça bouge. En fonction du type de bioagresseur, en fonction des points d'entrée, entre l'apoplaste, le phloème, c'est pas la même chose. Voilà, c'est un peu compliqué, mais au moins on a de quoi se repérer, de quoi se situer. Voilà.